Sandrine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette interview. Donc, si vous pouvez vous présenter très succinctement, après on va attaquer directement pour dégrossir votre affaire. Donc, je m'appelle Sandrine Bachalois, j'ai 3 enfants, Léa, Andy et Tony. Léa, Andy et Tony. N'hésitez pas à parler fort. Hein. Donc, Léa elle a 12 ans, Andy il a 11 ans et Tony il n'a que 5 ans. Tous du même père? Oui. Pardon de poser cette question. Parfois il y a des familles J'ai recomposées. rencontré le père, j'étais étudiante, Vous aviez quel âge? j'avais 20 ans. Donc c'est une union qui a duré combien de temps avant que le problème n'apparaisse? En fait, je suis restée 13 ans avec lui, jusqu'à ce que je sache qu'il abusait de mes enfants. Et là, donc... Alors comment ça s'est produit? Comment avez-vous su? Quel a été le signal d'alerte pour comprendre ce qui se passait? En fait, j'ai d'abord su que ma fille était abusée par la grand-mère paternelle. Alors la fille, c'est... Ma fille est Léa, Léa qui a quel âge aujourd'hui? qui a 12 ans maintenant. Qui a 12 ans maintenant. Et quand elle se faisait abuser par sa grand-mère, donc c'est par votre belle-mère, elle avait quel âge et c'était en quelle année? Quand elle a parlé, elle avait 6 ans et demi, c'était en 2006. Elle a parlé elle-même. Qu'est-ce qu'elle racontait à ce moment-là? Comment elle s'est-elle exprimée? Quelle était sa façon de... Elle avait très peur. Elle avait très peur. Elle a dit que sa grand-mère lui avait mis les doigts dans le pipi pour prendre ses mots. Et ensuite, elle a dit dans le cucu, mais bon, d'abord le pipi. Et elle a dit qu'elle lui faisait très mal et voilà. Elle a dit qu'elle avait très peur d'elle, qu'il l'avait menacée de la tuer si elle parlait. Est-ce que vous, quand cette petite fille de 6 ans vous a fait ces révélations, est-ce que vous pouviez l'imaginer? Y avait-il des signes avant-coureurs, quelque chose? Il y a eu des signes avant-coureurs, donc quand ma fille avait 8 mois, je l'ai laissée à la garde de ma belle-mère à l'époque. Et pendant 3 semaines, elle l'a gardée en alternance avec des amis. Et elle avait les fesses en sang quand elle l'a gardée. Donc je m'inquiétais. Et en plus, Léa se réveillait toutes les nuits. Donc... elle faisait des cauchemars? Elle faisait des cauchemars. Et à l'époque, elle avait que 8 mois. Donc les cauchemars ont persisté. Elle a commencé à parler de ses cauchemars en 2004. Où elle a dit qu'un loup avec les yeux rouges et des longues griffes lui grattait le pipi. Donc c'est les cauchemars qu'elle faisait à 4 ans. Mais quand elle parlait de ça à 4 ans, vous n'imaginiez pas que ça pouvait venir de vos proches? Ou que ces cauchemars avaient une base... J'avais eu des doutes, mais ils sont tellement... Permettez-moi d'insister, qu'est-ce qui vous a éclairé sur les doutes? C'est vraiment la parole de ma fille en 2006, après. Oui, Voilà. mais en 2004, quand elle vous parle du loup? Mais là, j'ai encore douté, donc je veux dire, je ne suis pas allée au fond des choses. Vous vous êtes simplement demandé s'il n'y avait pas à la base quelque chose? Je suis allée voir le médecin m'a fait d'ailleurs... voilà, s'était inquiété un peu avec moi, m'avait donné des noms de psychiatres, voilà, et que je n'ai pas suivi. Il faut dire que je tombais tout le temps malade dès que j'allais vers le sujet. On avait, avec les enfants, tout le temps des gastros, à cette époque, par hasard. Moi je sais que il y avait des choses qui disparaissaient dans la maison et mon ex-mari me faisait croire que c'était moi qui perdais la tête. Donc, Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu le milieu familial, l'ambiance, votre ex-mari, ses parents? Donc, en apparence, très, très normaux, même à la rigueur, mon ex-belle-mère et même mon ex, toujours une pointe d'humour, voilà, très, très cocasse. Mais dans le cercle familial, ils se mettaient très souvent en colère. Ce qu'à l'extérieur, ils ne laissaient pas paraître. Quelle est la profession de votre ex-mari?
Il est à la DIR, anciennement, enfin c'est anciennement la DDE, Mhm. sur la route. Et ses parents? Son père est marchand de biens et sa mère est dans l'éducation nationale. Elle est entourée d'enfants. Dans quel secteur géographique nous situons-nous à cette époque-là, donc 2004-2006, Donc, quand vous êtes avec... on a vécu un bon moment en Lot-et-Garonne. Mhm. Quand j'ai su en 2006 pour la grand-mère, je ne pouvais plus vivre dans la maison où on était, donc on a déménagé. On est allé du côté de Pour-Madame. Alors, quand vous étiez avec, avec votre ex-mari en 2006, la petite Léa fait les révélations, comment le prenez-vous par rapport à votre ex-mari? Est-ce que vous lui en parlez? De suite, oui. Quelle est sa réaction? Sa réaction a été de suite d'appeler sa mère, justement, Oui, pour lui demander si elle couchait avec les enfants. carrément. Oui, carrément. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas, comment dire, il ne s'est pas insurgé contre votre allégation. En fait, il est devenu tout rouge, il s'est mis en colère et il a tourné les talons, il a pris le téléphone, il a demandé à sa mère si elle couchait avec les enfants. Donc pour moi, ça a été surtout pour avertir sa mère, comme je savais. Mis à part lui en parler à lui, qu'avez-vous fait? Vous avez saisi Et la en justice? fait, j'en ai parlé de suite. On était à ce moment-là, on était en cure. On était chez les grands-parents. Mhm. On était en cure à Jonzac, Cure, cure thermale, cure thermale. avec les enfants. Donc là, on est dans la région de Josac, je ne connais pas. De Charente-Maritime. Ok, moi, Charente-Maritime. Et j'imagine que c'est la demeure de votre belle famille, Des grands-parents, oui. des grands-parents. Ok. Donc vous étiez en cure, excusez-moi, je vous ai coupé. Donc j'en ai parlé au médecin de cure. Pour moi, c'était plus simple. Mhm. Parce que, enfin, là, ma fille n'avait pas encore parlé. Là, j'avais vu la grand-mère sortir de la chambre des enfants dénudée. 2006 toujours? Oui, toujours 2006. Donc avant que votre petite fille Parle. Léa parle, vous aviez déjà surpris la grand-mère Voilà. avec un comportement bizarre, dans une Voilà. situation incongrue, disons. Tout à fait. C'était donc ça, le petit signe, la puce à l'oreille que vous aviez eu avant. Là, c'est vraiment, oui, enfin, ça a été vraiment un moment de grosse panique pour moi, oui. Alors, si j'ai bien compris, Léa avait 6 ans, donc les deux autres enfants, il y avait un autre enfant qui n'était pas encore né. J'étais enceinte Ok. et Andy, donc il a perdu la main, il a 5 ans. D'accord, donc Léa 6 ans, Andy 5 ans, c'était les deux enfants donc qui avaient eu la visite de votre belle-mère. Voilà. Qui avait dénudée. donc le bas de son pyjama à la main et qui sortait de la chambre des enfants, donc dénudée. Donc quand elle m'a vue, elle a vite essayé de se rhabiller. Mhm. Donc c'est surtout, en fait c'est plus, parce que moi j'avais même pas vu qu'elle était déshabillée, c'est surtout, voilà, quand sa panique en me voyant, elle se rhabillait vite fait, quoi. Bon, j'imagine qu'à partir de ce moment-là, vous vous êtes posé des questions. Je me suis posé des questions, c'était dans tous les sens dans ma tête. J'ai attendu d'aller en cure pour en parler au médecin pour savoir ce qu'elle en pensait, Mhm. pour avoir un soutien, on va dire. Voilà. Donc elle m'a dit que c'était bizarre, enfin elle m'a soutenue justement, c'est C'était une doctoresse. une Donc. doctoresse. Ok. Elle m'a dit que voilà, qu'il fallait à tout prix que j'aille voir un psychiatre, un psychologue pour Psychologue. faire entendre ma fille. Ok. Parce que moi je ne savais pas comment aborder le sujet avec elle. Pour faire entendre votre fille, pour Mhm. faire entendre Ma fille. Andy aussi, non? Et j'avais pas du tout enfin je savais même pas que ça existait sur des garçons aussi à cette époque-là. Donc j'ai été vraiment ignorante sur le sujet. Alors, à partir du moment où vous avez surpris votre belle-mère, ex-belle-mère, sortir de la chambre des enfants, Mhm. combien de temps s'est-il passé avant que Léa ne parle, à 6 ans donc? Donc c'était en fin juillet, enfin mi-juillet, vers le 14 juillet d'ailleurs, Mhm. quand j'ai surpris la grand-mère. Et Léa a commencé à parler début septembre. J'ai essayé de la faire voir à des psychiatres, psychologues. Voilà, c'était mon ex qui avait pris les devants aussi. Donc, il faudrait que je vois le jeu à ce moment-là, si je puis dire. C'est-à-dire qu'il Tout à fait. il était avec vous. Il était avec moi. Oui. Voilà.
Au niveau justice, qu'avez-vous fait? Avez-vous entrepris quelque chose ou pas encore? Quand Léa a parlé au mois de septembre, il y avait encore les psychiatres qui me disaient qu'avec l'affaire Outreau, c'était pas possible, qu'il fallait pas que je prenne en compte la parole de ma fille. Ils ont essayé de me dissuader. Vous avez les noms des psychiatres encore à l'heure actuelle? Je ne les ai pas en tête. Vous pourrez les retrouver? Ça nous intéresse, bien sûr. Donc continuez, les psychiatres ont essayé de vous dissuader de faire une procédure judiciaire. Donc comme ma fille a parlé là sur la grand-mère et qu'on était dans une maison où... moi j'ai voulu déménager. On a donc déménagé aussi entre-temps. Donc en début octobre on a déménagé. On est allé du côté de Bourg-Madame. Donc là j'ai trouvé une association, on a trouvé une association avec mon ex-mari, chemin faisant, qui donc a bien voulu prendre en charge, parce que je suis présent, tous les psychologues ne voulaient pas entendre ma fille, en fait, ils m'ont entendu moi, mais ils n'ont pas voulu entendre ma fille. Cette association a bien voulu prendre ma fille, voilà, pour l'entendre. À partir de là, ma fille a pu parler, mais les entretiens ont commencé fin novembre 2006. Et la psychologue... Madame Henriquez. Madame Henriquez, je pense que c'était. Henriquez. Henriquez. Oui, ok. Donc, quand elle a commencé à parler avec la psychologue avec qui elle arrivait à parler, ma fille, là, je suis allée porter plainte auprès de la gendarmerie, donc c'était en décembre. Décembre 2006, juste avant 2007, c'est ça? Ok. Ouais. Vous étiez présente quand Léa a parlé à la psychologue? Non. Non. Par contre, elle me parlait aussi à moi, donc avec ce qu'elle me disait, déjà... Est-ce que la psychologue a fait un signalement? Elle a fait un signalement. D'accord. Ce signalement, vous l'avez eu? Vous avez une copie? Non, j'ai juste su qu'elle a fait un signalement. Ah, vous n'avez pas une copie du signalement? Non. Quand vous avez déposé plainte, donc c'est sur base de ce signalement, j'imagine? Non, je l'ai fait moi avant, elle a fait le signalement avant. Après. Ah, d'accord. Vous avez déposé plainte, une plainte directe, j'imagine? Vous êtes allé voir les gendarmes ou les policiers? Voilà. Les gendarmes, de quelle brigade, vous vous rappelez? Donc la brigade de Bourg-Madame. La brigade de Bourg-Madame, qui est située où? Dans le département 66, à côté de Font-Romeu. 66, ouais, d'accord. Une brigade départementale classique, une brigade de recherche, vous ne savez pas? Je ne sais pas du tout. Vous avez encore le nom de vos interlocuteurs? Le gendarme Pastor. Le gendarme Pastor. Comment ça s'est passé? C'est pas lui qui a pris cette plainte-là. Enfin, c'est le gendarme Lanquetil qui a pris la plainte en 2006. Gendarme Lanquetil. D'accord, c'est lui qui vous a reçu? Oui. Qui a pris votre plainte. Qui a écouté l'enfant? Qui a écouté Léa? Alors là, c'est le gendarme Lanquetil. Et 2 mois ou 3 mois après, elle a été filmée sous la procédure Mélanie. Bien. Donc là, il y avait 2 gendarmes et il y avait une psychologue. Et là, j'imagine que c'était dans un bureau différent. À Perpignan. C'était à Perpignan. C'était à Perpignan, donc la brigade des mineurs. C'est ça? Oui, c'est oui. Quelque chose que donc là, il y a la psychologue qui avait fait un rapport comme quoi ma fille avait des propos tout à fait cohérents. Elle avait tout dit. Elle avait dit les abus par rapport à sa grand-mère. Oui. Et aussi d'ailleurs que le grand-père avait été là pour voir, était complice en ayant été observateur des faits. D'accord, donc ça c'est ce qui ressort de l'audition de Léa quand elle avait 6 ans. Elle a 7 ans. En salle Mélanie, d'accord, elle avait déjà 7 ans, ok. Elle n'a pas parlé de son père? Non, elle n'a pas parlé de son père à ce moment-là, on vivait toujours ensemble. Bon, alors la suite, donc vous sortez de la procédure Mélanie avec Léa qui a parlé, la psychologue qui donc vous fait les premiers retours, qui vous dit que l'audition était malheureusement, je dis malheureusement, bien sûr, c'est jamais agréable d'avoir confirmation, était malheureusement pertinente, que la petite incriminait bien sa grand-mère, mais aussi son grand-père. Et est-ce que vous êtes ressorti avec un document, avec un papier? Non.
Est-ce que vous avez pu voir la retranscription écrite? Non. Est-ce que vous avez, donc, encore moins, j'imagine, accès aux vidéos? Non, pas du tout. Avez-vous, à ce moment-là, un avocat, une avocate? Oui. Oui. Que vous dit l'avocat? Il me dit que simplement que les procédures sont longues. Mhm. Après qu'il fallait attendre donc des nouvelles du procureur du dossier. Et quand vous avez porté plainte, vous avez tout de même récupéré au moins un récépissé de votre plainte? Oui, tout à fait. D'accord, ça vous l'avez encore avec vous? Oui. Ouais. Mais un double de la plainte, non, juste un récépissé. J'ai le double de la plainte. Vous avez aussi le double de la plainte? D'accord, bon, il y a des dossiers où il n'y a rien du tout. Ce gendarme Lanquetil, il a été muté très rapidement. Il faudra le dire. Mais alors, oui, 2006-2007, on est en plein sous le règne du procureur Dreno, là, à Montpellier, à Perpignan. C'était vraiment pas la bonne période, quoi. Enfin, je pense pas que ce soit amélioré de toute façon, depuis, il a pu de muter, enfin c'est dur de muter dans ces régions-là en très peu de temps. Parce qu'il était déjà DDU, il a pu muter comme Kirigo là-bas. On a eu un logement de fonction, enfin un truc. Enfin, je m'étais dit, enfin on a de la chance, quoi. Voilà, quoi. Alors, on en était, c'est bon? On en était à la procédure Mélanie. Mhm. On est en 2007. Oui. Vous n'avez pas donc eu accès ni aux retranscriptions, ni encore moins à la vidéo. Est-ce que vous avez eu un retour du procureur? Donc, plainte directe auprès des gendarmes. Vous n'avez pas eu de retour? Non, Classement sans suite? Alors, moi, je demandais quasiment tous les mois des nouvelles Mhm. auprès des gendarmes. Ils me disaient qu'il y avait l'enquête. Ouais. À chaque fois, ils me disaient qu'il y avait l'enquête, donc qu'il fallait que j'attende. Ok. Donc, ça, je trouvais, vu les menaces de mort que ma fille avait eues de la part de la grand-mère, je trouvais inadmissible qu'il y ait aucune protection de fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déposé plainte, que vous avez amené Léa voir les gendarmes, il n'y a pas eu une interdiction à la grand-mère d'approcher l'enfant? Si. Si. Ok, Si. donc elle était, à ce niveau-là, elle était protégée tout de même. Oui. Le fait que moi je ne voyais pas qu'elle me voyait, je pense que oui. À quel niveau est-ce que vous estimez qu'il y a eu une carence de protection, un délit de protection? Mais du fait qu'ils n'aient même pas été interrogés de suite, mes grands-parents, qu'en fait elle a été juste interrogée au mois d'août 2007, sans garde à vue. Ah oui, c'était un peu, ouais, effectivement. Donc c'est vrai que jusque là, en plus, je m'inquiétais qu'il n'y ait aucune action de fait par rapport aux autorités pour savoir ce qu'il en était, quoi. Et est-ce que votre ex-belle-mère a pu approcher Léa pendant cette période? Non, Parce que, non. ça peut approcher. Voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de souci. Vous n'avez pas essayé de faire parler, excusez-moi, je vais son prénom. Léa. Petit Andy. Andy, donc. Je ne pensais pas du tout à cette époque-là qu'il était lui aussi abusé. Pas du tout. Continuons. Par contre, il y a une éducatrice qui l'a vu, mon fils, au cas où, voilà, qui m'a dit non, il n'y a aucun problème. Ah oui. Donc voilà. Donc ça m'avait aussi rassuré. Alors on est en août 2007, les gendarmes de Perpignan, cette fois, auditionnent votre ex-belle-mère. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a un retour, il y a eu un classement sans suite? Alors, comme je me renseignais toujours auprès de la gendarmerie de Madame, il y a le gendarme toujours Lanquetil qui m'a dit que c'est lui qui m'a averti qu'il y avait eu l'entretien, l'audition, comment je sais pas comment on dit. Oui, audition, oui. L'audition des grands-parents. C'est lui qui m'a averti. Qu'est-ce qu'il en a pensé, ce gendarme Lanquetil, que ce soit si tardif? Il me disait que c'était souvent comme ça, il n'y a pas plus que ça d'opinion. Par contre, il m'avait dit que vu le commentaire qu'avait donné l'autre gendarme avec qui il avait communiqué, qu'il n'y aurait sûrement pas de suite à ma plainte. Donc je ne savais même pas qu'on pouvait classer un dossier sans suite sans qu'on puisse se défendre. Donc, je suis vraiment très ignorante côté justice.
Donc ça m'avait choqué qu'il me dise ça. Voilà. Donc après, je m'étais renseignée auprès de mon avocat qui me disait pas grand-chose. Donc il me disait que de toute façon, même si c'était classé sans suite, on aurait d'autres recours. Donc il m'avait rassuré. Il m'avait rassuré quand même. Il vous a dit quel recours? Je sais plus. Il ne vous a pas parlé d'une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction? Si, je pense que... Mais par contre, il ne vous a pas engagé à la faire Mais en fait, comme ça s'est compliqué par la suite, j'ai changé d'avocat. Enfin. Ah. Parce que là, c'était l'avocat qu'on avait en commun avec mon ex-mari. D'accord. Voilà. Donc, suite à ça, le gendarme narcotique, j'ai plus affaire à lui parce qu'il a muté. Ils ont muté le gendarme narcotique. C'était normal? C'était son... Je sais pas du tout. Enfin, en tout cas, c'était pas de chance, quoi. Voilà. Ok. Celui qui nous avait suivis depuis le début, il n'était plus là. Donc en 2007, donc août, il y a eu l'audition. Septembre, le gendarme narcotique qui me dit qu'il y avait l'audition au mois d'août. Fin octobre, il y a donc mon fils qui a 15 mois, enfin même pas, qui a 13 mois à cette époque-là, qui gesticule quand je veux le changer, qui me fait des gestes de va-et-vient et qui crie papa, enfin en disant papa, quoi. C'est comme ça qu'il disait papa de son moment-là, et qui hurlait. Donc là j'ai paniqué, je commençais à avoir des doutes sur mon ex à ce moment-là. Donc j'ai demandé aux deux bras de venir et de me dire s'il savait, si Tony s'était fait mal. Voilà. Alors là, vous parlez du dernier né, Tony, c'est ça? Et jusqu'à ce que Tony manifeste donc une certaine angoisse au moment du change, vis-à-vis de votre mari, vous étiez marié encore à ce moment-là, il n'y avait pas de problème. Pas de problème. Disons que j'étais très tolérante et très naïve. Voilà, on va dire ça plutôt. C'est-à-dire tolérante à quel niveau? Au niveau des colères qu'il pouvait avoir. Il était colérique envers vous? Envers les enfants. Surtout. Envers les enfants, ok. Et est-ce qu'il y a un contentieux qui s'est créé entre vous de par le fait que vous aviez porté plainte contre sa mère? Ou pas encore? Eh bien, en fait, il faisait plus d'efforts à ce moment-là, de se contenir, on va dire, de ne pas piquer les colères. À vrai dire, il faisait beaucoup d'efforts à ce moment-là. Donc, enfin, je veux dire, ça n'a pas jeté spécialement un froid dans vos relations? Non. D'accord. Non. Même à la rigueur, je le plaignais, il savait bien se faire plaindre. Je le plaignais. Ok. Alors par contre, quand Tony manifeste donc son angoisse au moment du change, là vous commencez à avoir des doutes. Donc je demande aux deux grands de venir et de me dire si Tony s'était fait mal juste avant. Voilà. Et donc après j'ai demandé s'il savait si leur père était violent. Donc Léa, il m'a dit que non, il est parti. Et Léa, elle est restée, elle m'a pas répondu sur le coup. Elle a baissé les yeux. Puis elle a fini par me dire qu'il faisait comme sa grand-mère. Son père faisait comme sa grand-mère. Le même jour, elle vous a dit ça? Oui, suite à ma question. Oui, d'accord. Mais de suite, elle m'a dit « Je veux pas que papa il aille en prison ». Donc, voilà. Donc pour moi, ça a été encore un choc. Parce que tant qu'on n'entend pas, on n'y croit pas. Oui, j'imagine. Voilà. Et à quel âge donc à ce moment-là? 7 ans et demi. Elle a 7 ans et demi. Qu'est-ce que vous faites? Ben là, je réalise que j'ai plein de choses, ça bouillonne dans ma tête. Avec l'histoire de la grand-mère qui avançait pas, des
des choses bizarres qui se passaient dans la maison, les procédures qui n'avançaient pas, des témoignages que je commençais tout juste à avoir de personnes qui n'arrivaient pas à avoir de justice, le dossier de la grand-mère qui allait être classé sans suite. Tout ça, ça a bouillonné dans ma tête et j'ai pris le temps de réfléchir, on va dire. Quand vous parlez de choses qui n'allaient pas dans la maison, vous pourriez être plus précise? C'est pas évident à décrire. C'est l'insensibilité de mon ex-mari, en fait. Le fait qu'il dise une chose et que par rapport à mes enfants, enfin surtout par rapport à ma fille, qui donc, on était sûr qu'elle était abusée par sa mère, voilà, n'avait aucune compréhension pour elle. Oui. Donc il s'énervait après elle, quand elle décidait de me parler, parce que quand elle avait décidé de me parler, elle me disait qu'elle voulait me parler à moi et pas à lui. Donc il s'énervait. C'était... je sais pas trop si je peux le dire. C'était des choses qui sonnaient dans la maison et que, bizarrement, c'était à des moments où je voulais me reposer. C'était une poupée de Léa qui se mettait à crier, on va dire, enfin, c'est une poupée parlante. C'était un téléphone que je n'utilisais plus depuis un an qui s'est mis à sonner. C'était... voilà. Et c'est des choses qui sonnaient quand je dormais, quand je voulais me reposer. C'était mon ex, il me donnait des coups de pied quand je voulais dormir. Il m'empêchait de dormir la nuit. Je pensais que c'était parce qu'il bougeait, qu'il ne faisait pas exprès. Mais c'est des choses qui se passaient aussi. Donc si j'ai bien compris, nerveusement, vous étiez mise à rude épreuve. Et c'était pas formel. C'était pas formel, mais petit à petit, vous en aperceviez. C'est ce que j'interprète dans ce que vous dites. Alors donc, quand vous apprenez que votre ex-mari, qui à ce moment-là, encore votre mari, est impliqué. Donc je dis rien. Vous ne dites rien, vous ne saisissez pas la justice? Non, pas de suite. Je fais en sorte de mettre tout ce que j'avais mis par ordinateur sous clé et j'imprime des choses et j'en parle aux voisins et j'envoie des mails à ma famille. Je prends des précautions, voilà, que maintenant je sais, heureusement. J'attends même une nuit, une journée, pour faire tout ça. Et puis je panique, je sens que mon ex sait que j'ai découvert le photo rose. Donc j'appelle la gendarmerie, je leur demande de venir. Ils viennent pas, j'appelle 3 fois. Ça dure 2 heures, je crois. Et comme il est tard, 10h30 du soir, je voulais mettre mes enfants en sécurité. Donc, comme le dernier appel que j'ai passé à la gendarmerie, ils m'ont dit « Ah ben non, on ne viendra pas ». Jusqu'à présent, ils me disaient que oui, ils allaient se renseigner et venir. Là, ils m'ont dit « Non, non, on ne viendra pas ». Pardon, qu'est-ce que vous avez dit aux gendarmes quand vous les avez appelés? Que ma fille avait dit que son père l'avait abusée et que je voulais... D'accord, donc l'objet a été précis au téléphone. A été précis au téléphone. Ils ont dit qu'ils venaient et ils ont dit qu'ils allaient se renseigner. Se renseigner? Voilà. Se renseigner de quoi? Ils ont apparemment contacté le procureur. Ils ont regardé mon dossier et à la fin, donc au bout du 3e appel, ils m'ont dit que vu mon dossier, vu ce qui s'était passé, enfin, vu mon dossier par rapport à la grand-mère, oui, que de toute façon, ils ne viendraient pas. Ah. Donc moi, les petits étaient endormis, couchés. Donc moi, j'ai dit à mon ex-mari, que Léa m'avait parlé de nouveaux faits de sa grand-mère, par rapport à sa grand-mère.
Et je lui ai dit, il faut à tout prix qu'on aille à la gendarmerie pour t'exclamer. Donc je l'ai amené comme ça jusqu'à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, j'ai dit aux gendarmes qui étaient sur place que ma fille avait parlé en fait de son père. Voilà. Oui. Et que je ne voulais pas qu'il rentre à la maison. Ça, c'était le lendemain, donc, de votre appel aux gendarmes. Non, c'est toujours le... Non, ça c'est un suivant. À 10h30 du soir? C'est le lendemain que ma fille, par contre, avait parlé. Pardon, j'ai pas très bien compris la chronologie. Donc en fait, c'était le samedi. Quand vous avez fait cet appel à la gendarmerie et que finalement à 10h30 du soir, ils vous ont dit qu'ils s'étaient renseignés, qu'ils ne venaient plus. Donc là, à 10h30 du soir, j'ai pris la décision de parler à mon ex, de lui dire que Léa avait parlé de sa grand-mère pour qu'il me suive et qu'on devait aller tous les deux à la gendarmerie. Et c'est le lendemain que vous y êtes allés? Non, on y est allé de suite. À 10h30 du soir? Oui. Et ils vous ont reçu pas loin d'11h du soir, donc j'imagine. Ils vous ont reçu? Oui. Comment ça s'est passé alors? Alors là, il y avait deux gendarmes, il y avait le gendarme Pastor et un autre. Donc, on a été très bien accueillis. Donc, quand j'ai dit j'ai dit devant mon ex que c'était de lui qu'avait parlé Léa, hein, il y a le gendarme Pastor qui... Je ne sais plus trop comment ça s'est passé à ce moment-là, mais il m'a dit de venir, de venir lui parler à lui, sans qu'il y ait la présence de mon ex. Donc l'autre gendarme est resté avec mon ex. Et ce gendarme Pastor m'a posé d'autres de questions. Enfin déjà, il m'a harcelé d'entrée de jeu en me disant que j'avais honte, que je devrais avoir honte d'expulser mon mari du domicile conjugal, que de toute façon, j'avais pas le droit. D'expulser, pourquoi? Vous avez parlé d'expulser? Oui, je ne voulais pas qu'il rentre. Ah oui, d'accord. Pas qu'il revienne. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, il m'a aussi demandé si j'avais averti les voisins et ma famille de tout ça. Je lui ai dit que oui, bien sûr, parce que j'avais fait. Que j'avais même envoyé des courriers. Donc, il s'est mis tout d'un coup en colère quand je lui ai dit ça. Quand je lui ai dit que j'avais averti des personnes. Et... Le gendarme Pastor n'a pas pris votre déposition, j'imagine. Non, il était tard, il m'a dit que... Donc en fait, ils ont accepté de vous recevoir, mais dès que vous avez dit quel était l'objet, il n'y a pas eu moyen de laisser une trace écrite. Non. Il m'a dit on se verra le lendemain pour la plainte. Vous êtes rentré au domicile conjugal? Oui, sans lui. Sans lui? Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas, il a dormi chez un ami. Il a accepté de ne pas rentrer? Oui, il avait peur aussi. Il avait peur? Donc il a eu peur de vous? J'aurais dû te répéter la question. Il a eu peur de vous parce que vous étiez particulièrement énervé? Parce qu'il je contiens beaucoup mes émotions. Oui, c'est ce qui me semblait. En règle générale, donc, mais il n'empêche que j'agis, oui, c'est une chose. Bon, alors donc, vous rentrez seul à votre domicile. Le lendemain, vous retournez à la gendarmerie? Oui? Non. Le lendemain matin, j'ai un appel du gendarme Pastor. Oui. Comme quoi, il avait vu le procureur. Et que le procureur avait décidé, donc suite à tout ça, d'enfin faire entendre ma fille par un psychologue. Par un psychologue. Mais il ne s'agissait pas de faire entendre votre fille, de faire une nouvelle audition en salle Mélanie. Non, de faire entendre ma fille par un psychologue. Bon, là, ça commence à déraper alors. Parce qu'en théorie, ça aurait dû être la suite de la procédure Mélanie. L'enfant fait de nouvelles révélations, ce sont aux enquêteurs de l'apprendre. Ce n'est pas ce qui a été proposé. Ça a été un psychologue, indépendamment d'enquêteur. Alors, on m'a parlé de psychologue, donc on m'a dit qu'il passerait dans l'après-midi. Donc, c'était Chez vous? Oui, c'est un psychiatre qui est venu. Vous avez son nom? Oui, Monsieur Blayeneuf. Blayeneuf. Voilà. Vous avez affaire au procureur de Perpignan, c'est bien ça, hein? Donc vous connaissez son nom aussi, j'imagine. Non, là, Dreynaud, pour information, Jean-Pierre Dreynaud. Je connais bien. Donc ce psychiatre, alors on me disait que c'était un psychologue, mais c'est un psychiatre qui vient dans l'après-midi. Donc on m'avait dit en début d'après-midi, il est arrivé vers 16, 17h. Moi j'étais
dans tous mes états en attendant. Donc il arrive, je commence à lui expliquer ce qui se passe, autant que les enfants jouent à côté, donc ils ne sont pas là, ils ne sont pas présents. Octobre 2017, fin octobre 2017. Ça va, c'est en suivant Léa parle le samedi, le dimanche soir je vais à la gendarmerie, le lundi matin, donc on me dit que l'après-midi il y aura un psychologue, donc c'est le psychiatre qui vient. Je lui explique ce qui s'est passé depuis la grand-mère jusque-là, ce que je vous ai expliqué. Et ce psychiatre m'affirme que c'est pas grave que mes enfants sont abusés par la grand-mère et le père. Il vous dit ça? Oui. Il me dit que la justice parfois est injuste, fait des erreurs et que c'est difficile de savoir dans ces affaires-là que de toute façon j'aurai pas justice donc, et que si je persiste on m'enlèverait mes enfants parce que c'est souvent ce qui arrive. Voilà ce qu'il me dit sans avoir entendu ma fille. Donc en partant, moi je suis scotchée, en partant il me dit bien, vous avez bien compris, parce que c'était bien compris, c'est sûr. Il n'était pas ironique, il vous croyait. Il était froid, ironique si, il l'était. Il a rigolé, il a dit, il y a plus grave. Pas grave. Il a rigolé, il a dit, il y a plus grave. Ok. Non, pas tout à fait ça. Il a rigolé. Il m'a pas dit ça exactement, je sais plus. En tout cas, il m'a dit que c'était pas grave, ça c'est sûr. Il m'a dit que c'était pas grave que ma fille soit abusée par la grand-mère et le père. Il m'a dit que j'aurais pas justice et qu'on m'enlèverait les enfants si je persistais à vouloir porter plainte. Donc il est parti, en partant il m'a serré la main très fort et il m'a dit à 3 reprises, vous avez bien entendu, vous avez bien compris. J'ai pas répondu de suite, donc la 3e fois j'ai répondu oui. Le gendarme Pastor, je savais très bien, vu sa réaction de la veille, qu'il était avec eux. Qu'il était avec eux, c'est-à-dire? Oui, vous avez compris que le gendarme Pastor couvrait quoi, les personnes que vous vouliez mettre en cause, enfin qui étaient mis en cause par vos enfants. Pardon. Oui. Le soir, il y a mes parents qui sont arrivés, puisque j'avais envoyé des mails partout. Donc ils avaient essayé de me joindre le matin par téléphone. Le téléphone apparemment était hors service. Moi j'avais essayé le matin de joindre mon avocat d'ailleurs aussi. Sans succès. Bizarre. Toute la journée du lundi, plein de personnes ont essayé de me joindre. Le téléphone n'a pas marché, alors que moi quand j'appelais ça sonnait. Voilà. Donc mes parents sont arrivés, donc j'ai profité que mes parents soient là pour le lendemain essayer de joindre mon avocat de nouveau, donc je n'ai pas réussi, donc j'ai joint un autre avocat qu'on m'a plus ou moins conseillé. Son nom? Toujours sur Perpignan? Oui, je ne me rappelle plus. Et lui, il m'a donné le nom d'un psychologue pour faire entendre ma fille. Le psychologue Bardot. Il m'a dit qu'il allait, donc prendre rendez-vous pour me mettre en relation. Bardot. Donc, oui. Donc le jeudi, j'ai réussi à avoir rendez-vous avec lui l'après-midi. Dans un lieu, je sais même plus, c'est pas grave. C'était pas dans son cabinet parce qu'il était de permanence ailleurs, donc il m'a reçu là où il était.
Quand j'y suis allée, il m'a entendu 10 minutes. J'ai raconté brièvement ce qui se passait. Il m'a dit j'ai l'impression que vous cherchez que quelqu'un conforte vos propos, qui m'a sorti comme ça. Contre moi. Le docteur Bardot était venu pour vous entendre, vous, uniquement vous. Non, c'était pour ma fille en fait. Il était venu normalement pour entendre votre fille. Enfin, nous, on est venus pour. Oui, vous êtes d'accord. Vous êtes allé à ce rendez-vous avec votre fille pour qu'il l'entende. Oui. Alors du coup, quand il vous a dit, j'ai l'impression que, quand il vous a dit ça, il a entendu votre fille après? Il a entendu ma fille après. Oui. Donc pendant à peu près 10 minutes. 10 minutes. Il m'a revu et il m'a dit que de toute façon il ne croyait pas ma fille. Voilà. Au bout de 10 minutes. Au bout de 10 minutes. Avant d'être allée chez ce monsieur Bardot, vu que j'étais descendue à Perpignan, parce que c'était quand même pas à côté, ouais. J'avais aussi le mardi pris rendez-vous avec une association, l'Éléphant Vert, qui m'a reçu le même jour. Je ne sais plus si c'était avant lui ou après. Donc l'Éléphant Vert. Donc l'Éléphant Vert, donc elle entend la responsable, je ne sais plus son nom, elle entend ma fille, elle dit qu'elle croit ma fille. Voilà. Elle essaie de parler aussi à mon fils, parce que bien sûr, on est tous ensemble. Et comme mon fils a une drôle de réaction, elle dit ce serait pas étonnant que lui aussi subisse aussi, selon sa réaction. Donc. La responsable que vous voyez de l'association vous dit qu'en fonction de la réaction de votre fils, il ne serait pas étonnant que lui aussi subisse les attouchements. Les attouchements. De la part du père. Oui. Et voilà. Donc, problème, je sais que donc, ce psychologue qui a entendu ma fille fait un rapport en défaveur. En défaveur. Donc, je suis complètement anéantie. Là, j'ai tellement de pression autour de moi et tout ça. Donc, du coup, je pars chez mes parents avec les enfants. Bon, mes parents qui disent de laisser tomber aussi. Ça fait une pression aussi. Vous partez quand? Le vendredi. C'est les vacances de la Toussaint. Votre mari, à ce moment-là, il n'est toujours pas revenu. Il n'est toujours pas revenu au domicile. Non. Vendredi de la Toussaint, enfin les vacances de la Toussaint. J'arrive dans le Lot-et-Garonne parce que mes parents ils habitent le Lot-et-Garonne. Dans la semaine, je ne sais même pas quel jour, j'essaye de retourner donc à la gendarmerie du Lot-et-Garonne d'Agen pour essayer de porter plainte. La gendarmerie d'Agen. D'Agen, oui, ok. Le gendarme entend ce que je dis et s'inquiète. Il me dit, vu toute l'histoire, il me dit je dois prendre contact avec la gendarmerie de Bourg-Madame. Où les gendarmes Lampetit n'y est plus. Il n'y a plus que le gendarme Pastor, c'est bien ça. Alors qu'il était prêt à prendre ma plainte, il ne prend pas votre plainte. Il dit qu'il faut qu'il prenne contact avec... D'accord. Donc il appelle Bourg-Madame. Et après avoir parlé 5 minutes peut-être 10, avec la gendarmerie de Bourg-Madame, il me dit que si je devais porter plainte, c'était à mon domicile conjugal, donc au lieu de mon domicile conjugal, qu'il ne pouvait pas prendre ma plainte, qu'il fallait que je la fasse à Bourg-Madame. C'est nouveau ça. Je ne savais pas que c'était nouveau. Donc je repars encore une fois. Les vacances se finissent, mon père, parce que c'est mes parents qui m'avaient amené jusqu'au Lot-et-Garonne, mon père me ramène donc à mon domicile conjugal pour que les enfants reprennent l'école. Problème au domicile conjugal, il y a le père qui est là. Le père est donc revenu. Sous conseil de son avocat. Oui. Donc, obligé de cohabiter avec lui.
parce qu'on m'avait déconseillé de quitter le domicile conjugal, sinon ça se retournait contre moi. Même conseil que lui, d'ailleurs. Voilà. Donc, obligé de cohabiter avec lui. Donc, comme l'association Les Éléphants Verts avait cru ma fille, je me suis rapprochée d'eux. Je leur ai demandé s'ils connaissaient un avocat qui était... Donc, comme eux, ils ont un avocat, Maître Serfati, je suis allée la voir. Donc c'est elle qui a repris le dossier, puisque l'avocat que j'avais avant avec mon ex-mari m'a dit que de toute façon il y avait conflit d'intérêt du fait que... Forcément, oui. Voilà. Donc lui, de toute façon, voilà, il ne pouvait pas traiter mon dossier. Donc c'est Maître Serfati qui a repris le dossier. Donc j'ai demandé de suite à divorcer le plus vite possible pour ne plus être obligée de cohabiter avec mon ex. Donc comparaison. Donc le dossier ne se fait pas parce qu'il manque toujours un élément. Entre autres, l'acte de mariage qu'elle voulait d'être original, d'origine, de la mairie. La copie ne suffisait pas, donc j'avais demandé à la mairie de lui envoyer. Elle ne l'avait pas reçu. Donc ça a traîné. Pendant tout le mois, donc fin novembre, décembre, jusqu'aux vacances de Noël, j'ai cohabité avec le père. Voilà, je dormais avec les enfants et le père se baladait avec un tuteur. Moi, je dormais avec un ciseau sous l'oreiller. Je dormais pas beaucoup. Les enfants, comment est-ce qu'ils réagissaient? Je les préservais de tout ça. Donc ils allaient à l'école, tout se passait bien? Donc aux vacances de Noël, je suis vite partie chez mes parents. Avec les 3 enfants, évidemment. Bien sûr. Je suis allée récupérer l'acte que l'avocat attendait tant auprès de ma mairie, puisque ma mairie était sur la Haute-Garonne, le mariage, pour qu'elle ait enfin, pour pouvoir lancer le divorce. J'ai raconté à mes parents ce qui se passait, ils n'ont pas voulu y croire. Et comme ils n'y croyaient pas, ils ont dit, bon, ben, on va appeler Johan, il s'appelle Johan, mon ex, et on va lui demander. J'ai dit, faites, de toute façon, voilà. Donc, ils ont eu au téléphone et ils lui ont demandé si c'était vrai qu'il se baladait avec un cutter et s'il avait abusé des enfants. Et que ce serait bien qu'ils viennent pour en discuter avec nous. Bon, bien sûr, il n'est pas venu. Mais suite à ça, moi, j'ai encore plus paniqué, puisque du coup, ça mettait un peu plus en pression sur tout ce qui se passait. Donc, je suis allée revoir une association dans le Lot-et-Garonne, la Mouette, qui a encore entendu ma fille qui a encore parlé. Elle a encore cru, cette association. Une petite parenthèse, l'éléphant vert, est-ce qu'il y a eu une trace? Ils ont entendu l'enfant? Oui. Et ils ont confirmé, enfin ils ont juste fait un courrier comme quoi il avait entendu, c'est tout. Ah. Et sur le courrier, il n'y a rien qui apparaît? Juste qu'il l'avait bien entendu. Ok. Ouais, ils sont pas mouillés. Ok. Donc la mouette, comment ça se passe avec la mouette? Donc la mouette fait de suite un signalement dans le 47 auprès je sais plus, auprès du tribunal et oui. Voilà, de suite. Suite à ça, moi, comme je m'étais du coup installée dans notre ancienne maison, parce que Notre ancienne maison. En 2006, on habitait donc une maison dans Lot-et-Garonne. Oui. Elle n'était toujours pas vendue. D'accord. Donc je me suis réinstallée avec les enfants dans cette maison et j'ai remis les enfants à l'école où ils étaient avant d'ailleurs. Ok. Voilà. Donc vu que j'habitais là et qu'on m'avait dit que de toute façon je
pouvais porter plainte que à l'endroit où j'habitais. Je suis donc allée voir le gendarme de là où j'habitais, donc c'était le gendarme, enfin, du village à côté, puisque c'est voilà, de Pendagenet, pour porter plainte contre le père. Donc il a pris ma plainte cette fois. Voilà. Alors là, vous changez de juridiction. Vous n'êtes plus à Perpignan. Je suis dans le 47. 47, pour ceux qui ne sont pas forts en géographie, c'est... Lot-et-Garonne. Oui, mais je veux dire, la ville principale, Agen. Ça dépend d'Agen. Ça dépend d'Agen. Oui, vous avez simplement fait une nouvelle plainte là Qui concerne le père. Oui. Peut-être le 2 janvier, oui, peut-être. Alors, quelle suite y a-t-il eu avec la plainte déposée à Agen? Nouvelle plainte directe, j'imagine? Alors en fait là je suis soulagée qu'il y ait enfin une plainte et que en fait tout s'organise. Je suis allée voir un assistant social aussi, en 47, qui donc a pris aussi, qui m'a dit qu'il y aurait une enquête sociale aussi. Voilà, donc oui, je suis soulagée à ce moment-là. Je me dis, enfin, on prend en compte la parole, celle de ma fille, entre la gendarmerie qui prend ma plainte, les services sociaux, plus l'association qui ont fait un nécessaire auprès du procureur. Seulement à peu près 15 jours après mon dépôt de plainte, alors que les enfants sont à l'école, il y a mon ex qui débarque à la maison. Votre ex qui est encore votre mari à ce moment-là? Oui. Qui me dit qu'il va chercher les enfants à l'école, donc vite je sors de la maison, enfin on est parti chercher entre guillemets les enfants à l'école. Je le suis en voiture jusqu'à l'école. En fait il va pas, parce que je le suis, il va pas à l'école, il s'arrête derrière la mairie, il y a une place. Il s'arrête devant enfin voilà, moi je m'arrête aussi dans ce parking, et puis j'appelle moi, avec mon portable, le gendarme auprès de qui j'avais porté plainte, pour lui dire qu'il était là. Et donc voilà. Le temps que les gendarmes arrivent, il y a donc mon ex qui me fait voir un document comme quoi il venait de toute façon récupérer les enfants, que j'avais pas le choix. Un document qui émanait de qui, de quoi? Du JAF de Perpignan. Donc que disait ce document? Donc le gendarme qui est arrivé, donc sur les lieux où on était, nous fait aller, il regarde le document justement, parce qu'il ne voulait pas me le donner, le document, mon ex. Donc le gendarme regarde le document. Il me dit, il nous dit d'aller au poste. On va passer l'après-midi au poste. On est chacun de notre côté auditionné. Et à la fin de l'audition, il y a le gendarme qui me dit de toute façon que, vu le document, que j'étais obligée de rendre les enfants au père. J'ai appelé la mouette pour savoir ce que je savais faire. Le document émis par le JAF, par le juge aux affaires familiales de Perpignan, qu'est-ce qu'il disait? Vous l'avez lu à ce moment-là? Oui, après je l'ai lu. Oui. Il disait qu'il donnait la garde au père et que les enfants devaient retourner au domicile conjugal qui était sur Bourg-Madame. Et qui donnait la garde au père. Mais à ce moment-là, vous n'êtes pas encore divorcé. Non. Comment est-ce qu'il peut donner la garde Que là, oui, il nous donnait la garde au père. Que là, il y a une ordonnance comme quoi les enfants devaient retourner au domicile conjugal avec le père. Oui. Sans moi. Je pouvais payer mon rente. Mais vous ne pouviez pas, vous, retourner au domicile conjugal. À vous, vous étiez interdite de retourner au domicile conjugal.
Pas mal. Vous avez gardé une copie de ce document? Je dois Oui. On vous appelez la mouette. Les gendarmes ne peuvent rien pour vous à ce niveau-là. Il me dit que si j'obéissais pas, on me mettrait en prison, que de toute façon ça ne réglerait rien, puis de toute façon il prendrait quand même une vie. Et que si j'obéissais pas... Le gendarme? Oui. Vous aviez affaire à un gendarme qui jusque-là était compréhensif, si j'ai Oui, bien tout à compris. fait. Et malgré tout, à ce moment-là, Il me dit que si j'obéissais pas, enfin que si si je n'obéissais pas à cet ordre, je risquais la prison et que de toute façon, voilà, c'était de toute façon ce qui arriverait. Voilà. oui, c'était pas une menace, spécialement. C'était, vu le document, Oui. quoi qu'il arrive, récupérer les enfants. Ok. C'est de suite. Voilà. Donc voilà, j'appelle la mouette. Et la mouette, elle me dit que de toute façon, on ne pouvait rien faire. Évidemment, l'association. Donc là, je sais pas. Les enfants repartent avec votre mari? Je mets du temps à me décider, mais... C'était en janvier 2008? Oui, alors, Le 14. vous sortez de la brigade de gendarmerie, c'est ça? Vous appelez la mouette? Non, j'étais dans la gendarmerie. Dans la gendarmerie. Quand j'ai appelé la mouette. Et quand vous sortez avec celui qui est votre mari à ce moment-là, de la brigade de gendarmerie, il repart avec les enfants? Les enfants sont chez des amis, Oui. parce que l'école était finie. Donc ce Ah sont oui. des amis qui D'accord. ont récupéré les enfants. Des amis à vous qui ont récupéré les enfants? Des oui. voisins. Mhm. Donc j'arrive